On accueille notre invité pour cette émission où on va parler de l'histoire de la ville de Québec. Tu vas nous plonger, Louis-Dominique Manuel, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous plonger dans Québec de 1850. Oui, à tout le moins, c'est ma prétention, effectivement, de vous plonger dans un Québec pré-industriel, hein, un Québec particulier, avec des conditions de vie pour le moins épouvantables. Ah oui, ça... Donc, oui, c'est particulier, effectivement. Mais avant de plonger là-dedans, oui, toi, tu es enseignant d'histoire au secondaire. Oui, absolument. YouTuber et podcast. Tu as un podcast. Nouvellement, YouTuber en histoire, là, histoire du transport, et puis sur YouTube. Et puis aussi, j'ai un podcast, là, c'est le deuxième volet, en fait, là, sur la pédagogie. Oui. Donc, moi, c'est ça. Ça fait 25 ans à peu près que j'enseigne au secondaire, en histoire, géographie, ces choses-là. Univers social, que ça s'appelle. Alors, c'est ça. J'interviewe des pédagogues, là, des gens qui, dans l'univers social, histoire, profs d'histoire, des didacticiens, des gens comme ça. Donc, c'est mon plaisir. Puis je le fais avec Balado Pédago, qui se trouve être une plateforme de formation continue, en fait, pour le personnel enseignant et autres. Mm-hmm. Voilà. Et tu t'es passionné sur Québec de 1850. Pourquoi? Bien, écoutez, en fait, tout ça part de... Moi, j'ai toujours aimé beaucoup l'histoire, puis l'histoire de la ville de Québec. Je suis un gars de Charlebourg. Moi, je suis un gars qui a fait ses études à l'Université Laval aussi. Donc, je me suis intéressé beaucoup à toute la trame urbaine ici de la ville de Québec. Une histoire riche, hein? C'est très intéressant. Oui. Les faubourgs, ce qui a été détruit par toute la nouvelle trame urbaine, les autoroutes et tout ça. Hein? Aussi. Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Alors oui, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a amené là? En fait, c'est que je suis un gars qui lit quand même beaucoup d'éléments historiques, un peu nichés parfois. Et là, je suis tombé sur un texte d'un récit de voyage d'un monsieur qui s'appelle Adolphe de Puybusque, dans les années fin 1840. C'est un intellectuel, c'est un romancier, un écrivain français qui vient ici, quand même en moyen, avec sa femme et tout ça, et il va raconter, lui, son trajet entre Québec et Montréal. Ah oui! Aujourd'hui, il n'y a rien de plus banal que ça. C'est-à-dire, Québec-Montréal, on le fait en 2h30, 3h. Ben, ils ont fait un film là-dessus, Québec-Montréal. Oui. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais dans le déplacement, c'est assez modeste. T'es sur l'autoroute, alors que là, en 1850, c'est tout un voyage. Ben oui, effectivement. Donc, au départ, c'est durant la pandémie, je lis ce témoignage-là et je trouve ça vraiment extraordinaire de voir les routes qu'il y avait ici en entrant à Québec. Par exemple, la durée du voyage en hiver, hein, parce que ça se passe en hiver l'histoire, à savoir comment ça se passait en hiver, cette route-là, le chemin du roi en hiver, c'est quelque chose. Parce que là, il est en cheval. Oui, ben c'est ça, c'est le système de diligence traîné par à peu près 4 chevaux. Donc, c'est ce qu'on dit. Et puis... OK, il n'est pas autonome, là. Il n'est pas avec son propre cheval. Là. Non, il y a un système vraiment de diligence, puis il y a un système qui est quotidien. Là, puis il y a un système de poste aussi. Oui, c'est avec des relais de poste. OK. Et c'est comme ça qu'on voyage. Mais dans ce temps-là, c'est des riches qui voyagent. C'est des gens en moyenne. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Oui. Alors c'est ça m'a passionné. Puis de voir, mon Dieu, c'est quoi ça, la route de la Suette? Comment c'était le chemin Sainte-Foy à l'époque? Les limites de la ville de Québec? Comment on entre dans cette ville-là à cette époque-là? Aller jusqu'à Place d'Armes. Alors, quand j'ai lu ça, moi, j'ai fait quelque chose et ça a généré des écoutes. Ça a généré quand même une couple d'abonnés là, qui ont vu ça. Et mon Dieu, j'ai commencé ça en novembre et puis ça continue. Wow! Puis là, tu vas nous partager ça aujourd'hui. Je vais vous partager cette chose-là, oui, c'est ça. Ma première réflexion serait... Pourquoi pas voyager par le fleuve entre Québec et Montréal? Oui, en fait, en hiver, c'est absolument impossible. Hein? En hiver, donc, autour des années 1850, le fleuve il est gelé. Hein? Il n'y a pas de brise-glace en 1850. Alors, c'est gelé en permanence. Il y a un système de ponts de glace, hein, un petit peu partout sur le Saint-Laurent. Alors, même devant Québec, mais pas à toutes les années. Ça dépend des températures. Mais c'est ça. Donc, c'était des navires à aube, des navires à vapeur à ce moment-là. Mais c'est ça, il y avait 2 catégories. Il y avait les navires à vapeur qui existaient depuis les années 20. Puis, il y a un trajet là, depuis même, je vous dirais, j'ai dit les années 20, mais... 1820.
1820. Oui, il faut préciser. Oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est qu'il y a 7 navires en circulation autour de 1820 qui font ça là, quotidiennement, c'est-à-dire entre Québec et Montréal. Puis en 1812... on recule de 200 ans. Non, il faut y penser. Là. Mais pas en hiver. C'est un beau voyage. Pas en hiver, c'est ça. Donc en hiver, il y a une route, il y a un chemin qui a été bâti entre Québec et Montréal, entretenu plus ou moins. Ça veut dire de quoi? Plus ou moins, c'est ça. Alors, premièrement, c'est le chemin plus aux rives nord, parce que la rive sud, beaucoup moins utilisée. Je dirais que 90% du temps, c'est la rive nord et non la rive sud qu'on va prendre pour faire le trajet Québec-Montréal. Alors, les chemins sont plus ou moins entretenus puis sont souvent balisés avec pas balisés, mais délimités avec des piquets d'arbres, là, donc sur les bords de route, là, pour pas dépasser. Puis ça dépend à certains endroits. Il n'y a pas toujours de pont, alors il faut y aller sur la glace. Donc, c'est ça, c'est pas évident, mais il y a un système quand même, comme je vous avais dit, quotidien là, de diligence. L'hiver, bateau à vapeur allait beaucoup plus rapidement l'été, mais l'hiver, c'est ça, c'est vraiment sur la neige, donc en traîneau tiré par des chevaux. Ce qui est particulier, c'est que même si c'était pas très bien entretenu, on va quand même loin dans ce temps-là. Hein. On partait à 4 heures le matin pour faire ces trajets-là. Et puis, c'était quotidien, comme j'ai dit. Et puis, je vous dirais que ça allait jusqu'à Halifax. Ce système-là, ça pouvait aller jusqu'à Boston. On pouvait aller par la route jusqu'à ces endroits-là, jusqu'à Trois-Pistoles. Donc, tu sais, c'était plus développé qu'on pense. C'était pas juste Québec-Montréal. Puis, il fallait se loger aussi en chemin. Absolument. On se logeait souvent au relais de postes. Qu'il y avait des auberges sur le chemin, là, un petit peu partout. Donc, il y en avait... Et c'est pour ça, ça pouvait prendre 5 jours parfois là, de faire la distance là, entre Québec et Montréal en arrêtant puis en mangeant. Bien sûr, les gens qui voyageaient à ce moment-là, à part les postiers et les gens qui conduisent, c'est des gens en moyen, en général. Hein. Le tourisme, c'est exceptionnel. Donc, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Pour faire quoi? Juste, ça m'intrigue aussi. Je pense cette histoire de l'aristocrate que vous... je présume un aristocrate. En fait, qu'est-ce qu'il faisait avec sa famille? Il voyageait d'hiver en Québec-Montréal. Lui, c'était par affaires, puis il y a un élément culturel. Il travaillait pour le ministère français de l'instruction publique. Okay. Alors, il venait ici parce que, sa femme venait d'ici. Il a rencontré une anglophone en moyen dans le Canada. Et donc, lui, il était riche aussi. Donc, c'est ça, il venait ici par affaires culturelles. Qu'il y avait des échanges, qui se faisaient des échanges culturels entre la France et le Québec. Alors, lui, il a beaucoup travaillé dans ça. Non, mais il a choisi la saison, pareil. En plein hiver, là, il se retrouve sur le chemin du roi. Parce que ça devait être quand même périlleux, là. Oui. C'est périlleux. C'est périlleux. On risque sa vie. Je veux dire, quand on passe sur un pont de glace, ça ne veut pas dire que la glace ne va pas craquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une crise cardiaque puis qu'on va mourir. Là. Dans le trajet, c'est extrêmement dangereux. Ils vont renverser à un moment donné, avant d'arriver à Québec. Puis une chance que sur le chemin du roi, il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider. Et on a... Les villages, c'est ça, de façon régulière. Oui, de façon assez régulière. C'est sûr qu'on passe à travers des endroits où c'est des déserts pratiquement, mais c'est ça, c'est assez dangereux, effectivement. Puis la population, je suis juste en train d'imaginer que la ville de Québec est fondée en 1608, donc déjà, ça fait 250 ans que les Français sont au Québec. C'est quoi la population francophone, les autochtones? C'est intéressant que tu en parles parce qu'à l'époque, on avait des Canadiens, à peu près 30 000 Canadiens dans les faubourgs, surtout faubourg Saint-Roch, Saint-Jean. On avait des Irlandais au Cap-Blanc, en Basse-Ville. On avait 400 Anglicans, on dit Anglicans, mais c'est des anglophones, autour de la rue Saint-Louis, en Haute-Ville. 1500 Écossais autour de la rue Sainte-Anne. Donc, on a tous ces gens-là et on a aussi une population, là, autour des années 50, une population de soldats. Alors, beaucoup de soldats qui sont là suite aux révoltes là, qu'il y a eu en 1837-38. Donc, c'est ça, pour montrer la puissance de l'Empire. C'est des soldats britanniques, là. Oui, c'est ça, exactement. Des Anglais, c'est pas des gens d'ici là, qui sont soldats. Non, c'est ça, c'est des Anglais. On a 46 000 habitants en 1850. C'est 46 000 habitants quand même ici. Là,
Alors, c'est ça, c'est une ville, c'est la métropole économique et politique du Bas-Canada. Donc, c'est la ville. C'est la ville de Québec. Oui, la ville de Québec, c'est plus influent que Montréal. En 1850, on est à veille de changer, puis Montréal va devenir plus influente, mais à cette époque-là, c'est particulier aujourd'hui d'en parler, mais c'est Québec qui est la ville la plus importante. En raison de son port, probablement? En raison de son port, de l'activité économique, on a le commerce du bois qui est florissant, incroyable. Là, je veux dire, des anses de bois... tout le chemin là, qu'on peut avoir jusqu'au pont actuellement, c'était plein de bois, ça. Ça allait jusqu'aux chutes Montmorency dans certains cas. Donc, c'est florissant. On fournit beaucoup de construction navale qui va se faire ici. Mais par la suite, on va se faire damer le pion à la suite là, par toutes sortes de circonstances économiques. Comment qu'on appelle ça, les billots, là, du dragage, non? C'est pas ça? Oui, c'est les cageux, le raftman, là, bon, voyons donc. Ça, il y en a sur les rivières autour de Québec. Là. Il y en a sur... Il y en a plus en Mauricie. Il y en a plus... oui, c'est plus dans le coin de Trois-Rivières. Mais sinon, on a un système pour des cageux qu'on appelle, là, qui vont transporter les billots. Un petit peu partout autour, effectivement. Mais c'est surtout la Mauricie là, qui vont avoir... Mais il y avait des forêts autour des années 1850. On coupait beaucoup dans les forêts autour ici. Jusqu'à temps qu'on les épuise. Oui, en Angleterre. Pour les exporter, oui, c'est ça, pour faire des navires. Et on faisait des navires ici aussi, là, effectivement. Je me souviens d'avoir entendu que durant les guerres napoléoniques, le port de Québec était devenu peut-être troisième port au monde. C'est ça que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, c'était un port extrêmement influent, effectivement. À cette époque-là, on a de la misère à l'imaginer aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, on s'est fait damer le pion à un moment donné parce que les activités économiques se rapprochent de là où est Montréal, des Grands Lacs, des grandes villes américaines. Alors nous, on est plus éloignés. Puis on n'a pas nécessairement les ports pour le faire. Là. L'infrastructure, c'est pas nécessairement l'infrastructure, mais le paysage autour, là, c'est moins bien fait pour ça. Ah, c'est plus limité. On est plus limité un petit peu là-dessus. Il a fallu se réinventer. Puis la ville de Québec, en 1850, elle s'étend à peu près où? Là? Oui. La ville de Québec, là, les limites sont assez clairement définies. Je vous dirais que ce que je fais là, je ne l'invente pas. C'est beaucoup Régent Lemoine, qui est un historien ici à Québec, là, qui a écrit des livres incroyables, et Jean Provencher aussi. Donc, en fait, c'était, et là, je le lis un petit peu, donc au nord, c'était limité par la rivière Saint-Charles. Au sud, le fleuve, bien sûr. À l'ouest, c'était le long de l'axe nord-sud partant de l'hôpital général, délimité par l'actuel boulevard Langelier à Basseville et l'actuelle rue Salaberry en Hauteville. Fait que c'était quand même assez limité comme territoire. Quand on passe là aujourd'hui, on s'en rend plus ou moins compte, mais effectivement, donc on sort de la ville de Québec assez rapidement aujourd'hui. Donc, c'est les quartiers du centre-ville, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur, Saint-Roch. Voilà, Saint-Sauveur n'est pas Québec, encore. Saint-Sauveur n'est pas encore fondé. Ah non, c'est vraiment avant le début. Là. Il y a quelques maisons. Oui. Mais on est à l'extérieur de la ville, on ne paye pas de taxes d'ailleurs. Oui. Tout un système. Hein? Et, donc, oui, on pourrait en parler de ça aussi, parce que c'est une autre municipalité, c'est ça, en dehors. Oui, bien, en fait, il y a un système de péage. Hein. En fait, ici, quand on arrive dans la ville de Québec, à partir de 1841, on a une compagnie qui s'appelle la Compagnie des chemins à barrière de la Rive-Nord. C'est assez précis. Alors, c'est ça, elle s'occupe d'entretenir puis de faire le macadamiser. Oh, c'est quoi ce terme-là? Pour paver. Ah, OK. Paver, en fait, les routes. Avec j'allais dire de la garnotte, là, avec c'est sûr que c'est pas parfait. Et je pourrais pas dire exactement le matériel qu'on utilisait, mais c'est quand même bien entretenu. OK. On a une volonté de bien entretenir, mais comme c'est des privés qui s'occupent de ça, alors c'est à peu près n'importe quoi. Donc, c'est un peu l'anarchie, même si on a ça. Donc, cette compagnie-là s'occupe des chemins Sainte-Foy et de la Grande Allée. OK. Et il y a un poste de péage là, pour rejoindre les villages environnants. Oui, ben, quand on sort de Québec, par exemple, en haut du centre Lucien-Borne, en haut de la cour Salaberry. Là. Absolument. Donc, c'était là qu'il y avait la barrière. Fait qu'on on devait payer là, quand on rentrait dans la ville. Là. Dans le Faubourg Saint-Jean, en fait. On était dans la ville extramuros. Là, Faubourg Saint-Jean.
Et c'est drôle, ça c'est une idée de Sébastien, c'est de recréer les péages. Mais ça, oui, c'est ça. Une merveilleuse c'est pas vrai, idée. écoutez-le pas. Puis, tu sais, c'est l'époque où il n'y a pas de train. Hein. Le train va arriver. L'idée du train de la Rive-Nord, ça va être tellement long avant qu'on ait un train sur la Rive-Nord. Encore aujourd'hui, c'est pas un système, c'est pas autant le système que la Rive-Sud. C'est la Rive-Sud qui va damer le pion au nord pour ça. Et on n'a pas encore de tramway. OK. Tramway, lui, ça va être en 1865, là, avec des rails en bois tirés par des chevaux. Mais juste pour bien comprendre, en 1850, le train est arrivé à Lévis? En fait, 1850, au sud des années 1850, on a une volonté d'attirer le train. On est en construction. Et est-ce qu'il est arrivé? Je ne pourrais pas te le dire s'il est arrivé encore, mais ça commence à être la volonté. Ce que j'ai lu, c'est la volonté de l'avoir sur la Rive-Sud. Est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là, le Grand Tronc? Plus en construction. Okay. C'est une idée de... On doit être prêt. On doit être prêt. Autour des années plus d'un... Donc il n'y a pas de premier lien, là. Il n'y a pas de pont de Québec. Non, il n'y a pas de premier lien, absolument pas. Le lien, il est en bateau, il est en traversier. Puis ça change selon les saisons, hein, parce que... Absolument. Ouais. Absolument. Donc, c'est assez variable. Puis c'est un bateau à vapeur aussi. Sauf qu'en hiver, on a le fameux pont de glace qui fait un côté comme l'autre. Et il y a un système aussi de taxi dans l'eau. Donc, il y a des gens qui offraient leur service pour traverser des gens. Quand le traversier va arriver, hein, la modernité, ça crée toujours des frustrations. Quand le traversier à eau... Le changement. C'est ça, hein, de navire à vapeur va arriver, il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi, des taxis qui transportaient en bateau des gens, là, tu sais. Même chose pour le tramway, éventuellement, où on va avoir des charretiers qui sont un peu des taxis, qui vont perdre face à ce transport de masse. Oui. Parce Alors, que là, comment on se déplace à Québec, à l'intérieur des murs? À l'intérieur des murs, on a tout le temps... on a beaucoup les chevaux, on a à pied, effectivement. Hein. Donc, les routes sont très sales. Chacun est responsable de la route en avant de lui. Hein. Donc, ça veut dire que si on se fie sur les autres, c'est ça. Ça peut être assez... la qualité ne sera pas égale. Donc, on voit des photos, évidemment, c'est déjà l'époque de la photographie, donc on ne recule pas si loin, mais les images qu'on voit des rues à Québec, c'est en boîte. Il y a des trottoirs en bois, parfois, ouais. Oui, il y a des trottoirs, puis c'est de la boîte, du crottin de cheval, c'est les déchets. Donc, il y a des trottoirs en bois qui sont là. En Haute-Ville, c'est un peu moins pire, mais en Basse-Ville, c'est épouvantable. Est-ce que les gens gardent des animaux à cette époque-là? Il y a à l'intramuraux, là, on a vraiment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a un peu en Basse-Ville aussi, mais principalement en Haute-Ville, dans les années 1820-1830, les maisons qui sont construites, on les construit avec des portes cochères à côté de la porte générale pour justement faire entrer les chevaux. Donc, l'écurie est à même la maison, on pourrait dire, dans la cour arrière. Donc, on a l'écurie, on a le palefrenier, on a le cocher qui vont habiter au rez-de-chaussée. On a le foin, donc on engrange tout ça. Et ça, on peut remarquer vraiment des endroits extraordinaires dans la Haute-Ville, là, où on peut voir ça, ces portes cochères-là encore, qui sont des entrées vers l'intérieur. Oui, ça fait des stationnements aujourd'hui très serrés. Absolument, c'est pour les chevaux. C'est intéressant, dans ma tête, quelqu'un qui a un cheval, c'est quand même quelqu'un d'aisé. Oui. Est-ce que c'est pas tout le monde qui a un cheval? Non. C'est quelqu'un d'aisé. C'est quelqu'un qui peut être un artisan qui en a besoin absolument. Mais c'est quelqu'un qui peut... c'est une marque de noblesse, en fait. Avoir un cheval, c'est plus que l'automobile aujourd'hui. C'est vraiment... Il faut avoir des moyens pour avoir ça. Il y avait d'ailleurs à l'intérieur des murs, il y avait j'en parlerai peut-être tout à l'heure, là, mais il y avait vraiment des gens qui faisaient des chars, là, mais peut-être de luxe, là. Sur la rue Sainte-Anne. Okay. J'y reviendrai tout à l'heure. Assez ostentatoire, là. Oui, c'est assez particulier. Oui, c'est de luxe, là. Okay. De luxe. Donc, c'est ça. Fait que on est dans cette réalité-là. Est-ce qu'il y avait du déneigement à cette époque-là? On voit des photos où la neige est envahie dans les rues. Elle va plus haut que les maisons. On a une fameuse photo de ça. Il y en a un système de déneigement, mais comme j'ai dit, c'est laissé à des entreprises privées. Alors, c'est l'anarchie.
j'expliquais tout à l'heure, il y a eu des débats sur la largeur des routes. Est-ce que c'est 7 mètres? Est-ce que c'est 9 mètres? Est-ce que c'est... Mais jamais ils se sont arrêtés là-dessus dans les années 1850 à ce point-là. Ils n'ont pas pris de décision. C'est des compagnies privées, comme j'ai dit, qui s'occupent de ça. Alors, c'est n'importe quoi. C'est l'anarchie. C'est vraiment, ça m'intrigue d'imaginer justement l'époque avant qu'on a les machines qui peuvent déneiger. De quoi ça a l'air, le quartier Saint-Jean-Baptiste, le Vieux-Québec. Les routes après un hiver qu'on connaît comme cette année. Les rues sont étroites. C'est possible qu'il y ait de la neige dans les rues puis qu'on y va par traîneau. Là. Donc, mais est-ce qu'on peut sortir même des fois? De la misère à sortir des maisons. Oui, dans certaines photos, on voit que littéralement, je veux dire, la maison, le banc de neige est plus haut que va jusqu'au toit. Donc, on peut s'imaginer que c'est à ce point-là. Ça faisait le plaisir des enfants, par exemple? Ben ça, c'est sûr et certain. Dans toute l'insouciance de l'enfance, plus les parents qui étaient plus stressés par rapport à ça. Je disais aussi qu'il y avait une dualité Hauteville-Basseville dans ces années-là. Il y a toujours eu ça à Québec. Il y avait une dualité francophone-anglophone. J'avais expliqué service d'égout et de déchets inexistants. Inexistant, là. Il y a presque inexistant, en fait. Donc, ici, en Basseville, les eaux d'égout du Faubourg Saint-Jean se déversent sur Saint-Roch. Alors, ça crée des sous-sols avec des odeurs pestilentielles, telles qu'il est décrit. C'est épouvantable. Il faut faire fondre souvent la neige, parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Il faut faire fondre la neige pour s'approvisionner en eau. Alors, ça, c'est un peu partout. Alors, c'est de la peau vivre dans ces années-là, ici, à Québec. Il n'y avait pas des petits ruisseaux pour... Il y en a qu'on a enterrés, des fois, ou qu'on a canalisé, mais dans la ville ancienne, il y a des gens qui allaient puiser de l'eau un petit peu plus haut dans la rivière Saint-Charles. Le problème, c'est qu'on a des terres agricoles un peu en amont, et ça créait des problèmes de maladies, d'infection. Alors... C'est le temps d'avoir un système d'égout. Il va en avoir un plus tard, mais là, on n'est pas là encore en 1850. On est vraiment dans... C'est la misère. C'est vraiment la grosse misère. Voilà. Fait que c'est ça. Il y avait une communauté anglophone assez substantielle à cette époque. On voit des églises, par exemple, dans le Vieux-Québec. Il y en a beaucoup qui sont des églises non anglophones. C'était quoi, est-ce qu'on sait, c'était quoi le pourcentage de la population anglophone, francophone? Comme je disais tout à l'heure, là, sur 46 000 habitants, on a 6 000 Irlandais, 4 000 Anglicans, 1 500 Écossais pour 30 000 Canadiens. Donc, on a plus quand même de francophones qui sont majoritairement dans le faubourg. 2 tiers, 1 tiers. Oui, c'est ça, à peu près. Je compte vite, là, mais... À peu près. Mais on s'entend. Mais quand même, ça fait une présence quand même importante. Sans compter les soldats qui sont là, qui sont surtout dans le faubourg Saint-Jean, les soldats. Ça créait d'ailleurs des problèmes de violence. Il y a beaucoup de maisons de prostitution aussi. Oui, puis des tavernes, je pense qu'il y en avait beaucoup de abondamment. Tavernes, beaucoup de prostitution, étant donné qu'il y avait des marins anglais qui venaient souvent ici. Donc, c'est une ville de passage aussi, beaucoup. Donc là, tu abordais l'économie. Donc, la prostitution, ça n'est un. Y avait-tu d'autres métiers, non, mauvaise blague, d'autres métiers, d'autres emplois, là? Les gens, ils faisaient quoi de leur quotidien? Écoutez, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens ici là, qui travaillaient sur les chantiers, justement, là, les chantiers du bois, dans le domaine de chantiers maritimes, c'était beaucoup ça. Il y avait des petits artisans, il y avait des petits commerçants dans le faubourg Saint-Jean. Saint-Roch, c'était passablement beaucoup travaillé au port, travaillé pour... Est-ce qu'il y avait des tanneries à cette époque-là? Oui, par contre, ça, je ne l'ai pas vu où c'était. En général, c'était plus éloigné parce que ça amenait des odeurs assez épouvantables, les tanneries. Alors, oui, dans la je ne pourrais pas dire encore où ce que une c'est. fois, Probablement dans la Basse-Ville. Principalement dans ça serait logique. Près de l'îlot d'Orchester qui va avoir une place des tanneries. Probablement, oui, ça serait ça. J'ai pas parlé de... ici, c'est un endroit de passage d'immigrants. Dans les années 1830, 1840, on a beaucoup une immigration massive qui arrive ici, souvent malade, souvent mourante. Alors, c'est un passage des gens qui veulent pas forcément rester ici, mais qui s'en vont dans le Haut-Canada, éventuellement. Alors, ça amène une misère, beaucoup de décès d'orphelins. On raconte que dans le faubourg Saint-Jean,
Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Il y avait un hôpital pour les immigrants, ça s'appelait comme ça, qui va prendre en feu, comme beaucoup, je ris, mais c'est pas drôle, c'est parce que il y a eu tellement d'incendies ici qui a détruit. Alors, c'est ça, donc cet hôpital-là amenait beaucoup à ce que les gens dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste voyaient carrément des charrettes remplies de cadavres, souvent, ou de gens malades. Alors, et d'ailleurs, ça fait l'objet de plaintes, ça, de voir ces gens-là passer là, dans notre quotidien. Oui. C'est pas plaisant du tout. Et puis, donc, épidémie de choléra qui va faire mourir des centaines, voire des milliers d'individus ici, pas juste des immigrants. En quelle année environ? On est dans les années 1830, 1840, parce qu'il va en avoir plusieurs et ça arrive souvent l'été. Donc, et pour combler le tout, ben, on a des feux qui ravagent les faubourgs presque en entier. Donc, c'est des feux à l'extérieur des murs. Les maisons sont en bois, donc et ça ravage. Là, c'est épouvantable. On est obligé de rapatrier la population. Il y a des morts, mais c'est ça, on rapatrie la population sur des hôpitaux ou As-tu des statistiques sur les feux? Parce qu'il y en a eu plusieurs grands épisodes. Il y en a eu plusieurs. Je n'ai pas les statistiques comme telles, mais on en a au moins, mon Dieu, 4-5 certains, là, des gros feux. Puis c'est pas des petits feux. Puis plus ça va, par contre, plus on considère que, là, il faut s'occuper du système d'incendie. Hein, on avait des systèmes d'incendie qui n'avaient pas assez de pression, par exemple, pour l'eau. On se rend compte de ça tranquillement, pas vite. T'sais. Alors, ça se développe. Puis ça apparaissait puis erreur, malheureusement. Et puis éventuellement, autour des années 1850, bien là, on a un meilleur... Bon, il y a des feux encore, mais c'est moins pire. Un peu comme les épidémies. Les épidémies vont se régler tranquillement, pas vite. L'impact va être moins intense. Là. On l'a pris en considération aussi dans la planification urbaine, notamment l'Angelier, qui est une rue par feu. Ben voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'Angelier en est une. C'est aussi la frontière. Mais on a la rue Caron aussi qui va être élargie. On a plusieurs rues en Basse-Ville qui vont être élargies aussi. Si on les remarque aujourd'hui, les rues un peu plus larges, il y a eu une volonté de faire ça avec plusieurs rues dans la Ville de Québec. Même, à un moment donné, je vois, pour éviter que le feu se propage, on allait carrément là, dynamiter certaines maisons, des rangées, pour éviter que ça se répande. Oui. Alors, c'est quelque chose. Wow. C'est pas une ville c'est pas la vie facile. Encore aujourd'hui, c'est une ville dure, des fois. L'hiver, c'est une ville en pente. Puis, les pentes, l'hiver, la Basse-Ville. Oui, effectivement, on compare un quartier Montcalm à certaines parties dans Saint-Sauveur. Ben, on est dans deux mondes complètement différents. Cette dualité-là existe encore aujourd'hui. Oui. Elle est moins marquante, mais moins quand marquée, même... absolument. Ben oui, mais c'est ça, moins dur. aussi, l'économie, comme vous disiez, le port de Québec, c'était le moteur économique principal. Ouais. C'était en Basse-Ville, c'était la rue Saint-Joseph qui était, je pense à cette époque, c'était une artère commerciale. C'était l'artère commerciale principale à Québec, plus que la rue Saint-Jean ou l'autre ville. Mais la Basse-Ville, ça restait. Il y avait encore, comme on voit, disons, comme les bâtiments du Vieux-Québec. C'est là où il y a des beaux bâtiments. On voit qu'il y a des investissements. Absolument. Puis surtout à l'intérieur des murs. Là. C'est là qu'on voit les grands commerçants. Puis plus on se rapproche de la place d'Armes, c'est-à-dire du Château Frontenac, du parc qu'il y a là, en face du Château Frontenac, ou plutôt à côté, ben ça, c'est l'endroit vraiment des bourgeois riches, là, des bourgeois... tu veux dire, les gens riches sont là, sont littéralement à cet endroit-là. Plus on se rapproche de là. Plus on s'éloigne, là, on a des gens peut-être un peu plus pauvres. Là. Okay. Alors c'est ça, il y a comme une espèce de division dans la richesse qui se fait à l'intérieur des murs aussi. Mais c'est ça, comme j'ai dit, Place d'Armes, c'est l'endroit par excellence. Wow. C'était la plus belle place. On va visiter ces lieux-là avec un nouveau regard. Hein? Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des bâtiments avec la belle pierre qui est représentatif là, d'un certain standing. Là. Puis absolument. Ouais. Puis il y a des hôtels de luxe. Le centre infotouristique, je ne sais pas si vous voyez un peu à côté de la Place d'Armes, là, puis du fort. Oui. Ce centre infotouristique-là est une auberge luxueux, là, je veux dire, au départ, dès le départ. Puis ça a encore cette forme-là. Donc, les gens riches, dont mon voyageur, justement, ont arrêté là, à la fin du voyage. Et là, il paraît 2 pièces là, qu'ils pouvaient utiliser à l'intérieur de ça. Donc, c'est pas juste une petite chambre, là. C'est la grosse affaire. C'est la suite. Absolument.
Puis on a passé sur l'éclairage aussi, parce que ça m'intéressait. Donc, c'est sûr, l'électricité n'est pas arrivée à cette époque-là. Donc, comment étaient éclairées les rues et les maisons? Oui, absolument. Au début, je vous dirais, autour des années 1850, on a un éclairage au gaz, là, en fait. C'est vraiment un système d'éclairage au gaz qui commence à apparaître là, dans ces années-là. Donc, on parle aussi d'un système de télégraphie, mais limité, qui commence à apparaître là, après 1850. Là, à peu près, là. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est quelque chose aussi. On voit les grandes révolutions qui se tranquillement passent. Tranquillement pas vite, c'est ça. Mais là, on est dans l'ère pré-industrielle. Alors, on est vraiment dans des petits... C'est le début des changements. C'est une ville pas facile. Il y a plusieurs touristes qui vont nous en parler comme une ville où c'est... En Haute-Ville, ça va. En Basse-Ville, dit mon Dieu, l'odeur, c'est pas plaisant du tout. Là. Okay. Ouais. Moi, ça m'a surpris, je sais pas si tu as des détails là-dessus, mais la criminalité. Parce qu'on voit des gens qui étaient... des témoignages de gens qui ont perdu leur maison à cause d'un incendie et qui, pendant qu'ils sortaient leurs meubles, qui était leur seul avoir d'importance, ils se les faisaient voler pendant qu'ils s'occupaient à essayer d'éteindre l'incendie. Effectivement, j'ai vu ça. Effectivement, aussi les vandales, les voleurs, il faut les gérer, ces gens-là. On a d'ailleurs des prisons, une prison à l'intérieur des murs, qui est la maison... du Morin Center? Oui, Morin Center, qui est devenu par la suite un collège, mais avant, c'était une prison. On peut toujours visiter. Il y a les vieilles cellules, c'est assez impressionnant. Oui. Alors, dans ces années-là, c'est vraiment le Morin Center là, qui est là, mais c'est pas une prison parfaite. On va en faire une plus tard aux Plaines d'Abraham, là. Mais ça, on est vraiment plus tard. On est après les années 1850.